Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de redémarrer cette dernière séquence de la matinée. Alors, on a pris un léger retard, mais vous inquiétez pas, on va tout faire pour terminer à 13 heures. Et on vous laissera également la parole, puisque je crois que dans la matinée, vous n'avez pas eu vraiment l'occasion de vous exprimer, parce que la matinée a été très très riche. Alors, cette table ronde est consacrée à l'impact du numérique sur l'emploi. Et pour en parler ce matin, vous avez à mes côtés Gilles de Margerie, qui est commissaire général de France Stratégie, Marie-Claire Carrerger, qui est présidente du COE, qui est le Conseil d'orientation pour l'emploi, Michaël Laurent, qui est administrateur INSEE, adjoint-chef de la MAE, qui est la mission d'analyse économique, et Gérard Valindu, qui est chercheur associé à l'Institut syndical européen et à la chaire Travail Université UCL. Alors pour démarrer tout de suite, je vais vous passer la parole à vous, Gilles de Margerie. L'impact du numérique sur l'emploi a fait l'objet d'un grand nombre d'études. France Stratégie a d'ailleurs contribué au débat public avec la publication en 2016 d'une note sur l'impact de l'automatisation sur l'emploi. Il y a aussi eu beaucoup d'études que vous devez tous connaître. On peut citer celles d'Osborne et Frey, de l'OCDE, du COE dont va nous parler plus précisément Marie-Claire Carrerger. Alors pouvez-vous nous faire un petit panorama de ce que l'on sait aujourd'hui sur le sujet et surtout des études qui comptent, parce que je crois qu'il y en a certaines que vous souhaitez évoquer, mais de manière très critique. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. De manière très critique, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Je crois que tous dans la salle, nous savons, ou nous croyons savoir, que la moitié des emplois vont disparaître à cause du numérique et que 60% des métiers qui existeront dans 15 ans n'existent pas aujourd'hui. Et on lit ça vient en boucle, ça tourne, et on s'arrête pas une seconde pour se dire, mais dans le fond, c'est absurde, ça n'a aucune chance de se passer comme ça. Pourquoi est-ce qu'on nous dit des choses aussi extravagantes et aussi évidemment fausses que ça? Et je voudrais passer quelques instants avec vous pour vous dire comment ça s'est fait et comment on a pu arriver à une distorsion de perception aussi radicale. Alors le point de départ, c'est une étude de 2013 faite par deux chercheurs parfaitement respectables à Oxford, Frey et Osborne, qui disent en gros que compte tenu de ce qu'on sait automatiser comme tâches, il y a 50% des tâches qui pourraient disparaître. Et tout le monde a lu ça comme disant 50% des emplois vont disparaître. Quand on réfléchit à ce qui s'est passé, on se rend compte que c'est truffé d'erreurs dans au moins l'interprétation de ce qui avait été écrit. Je dois dire que quand on lit l'article, il invite quand même à aller vers la conclusion radicale qui n'est pas fondée. La première chose, c'est qu'on confond complètement la tâche et le métier. Alors, j'ai passé un instant sur ça parce que c'est pas complètement évident, mais vous allez comprendre tout de suite. Vous dites, par exemple, dans quelques temps, on ne sait pas encore quand, il pourrait y avoir des camionnettes de livraison qui sauraient circuler toutes seules dans la circulation des villes, et donc que la livraison, le métier de livreur va disparaître. Quand vous dites ça comme ça, vous allez après vous dire non, mais en fait, on n'est pas tout à fait sûr. Là, il y a eu un accident. On ne sait pas si les pouvoirs publics autoriseront les camionnettes. Mais en fait, la bonne question, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est que la camionnette, elle va pas aller faire le digicode, rentrer dans la cage d'escalier du bâtiment, essayer de trouver quelqu'un qui sait à quel étage vous êtes si c'est pas clairement indiqué et sonner à votre porte. Et donc, le métier de la personne qui aujourd'hui conduit la camionnette et vous livre va sûrement changer. Et si la camionnette pouvait se conduire toute seule dans la circulation, il y aura peut-être quand même toujours quelqu'un dans la camionnette pour aller faire le digicode et essayer de vous trouver dans le bâtiment, mais son métier aura été transformé. Donc le premier élément qu'il faut avoir en tête, c'est que on peut savoir automatiser une tâche qui est importante dans un métier et que spontanément les personnes dans ce métier désigneraient comme leur tâche principale conduire et en même temps passer complètement à côté de la plaque parce que le vrai exercice du métier, c'est bien sûr conduire, mais c'est beaucoup d'autres choses et ces autres choses, très souvent, on ne les regarde pas comme pouvant être automatisées et d'ailleurs, elles ne sont souvent pas automatisables. Donc, premier élément, vraiment, à chaque fois qu'on vous dit le métier va disparaître parce qu'il y a une tâche qui est automatisable, regardez si le métier se résume à la tâche. Ça arrive, mais c'est en fait pas du tout le cas le plus fréquent. Et très souvent, un métier, ça consiste à avoir énormément de tâches, dont certaines sont
assez formalisables, certaines sont automatisables, mais d'autres ne le sont pas, ou ne le sont pas à un coût raisonnable. Et ça, c'est le deuxième élément que la fameuse étude de 2013 ne regarde absolument pas, c'est qu'il y a énormément d'occasions où ça n'est absolument pas imaginable économiquement de remplacer une personne par un robot. Et donc, il faut, à chaque fois qu'on se pose la question sur un métier dont on dit qu'il pourrait disparaître du fait de la numérisation, être très très vigilant pour s'assurer du fait que ça serait faisable à un coût économiquement raisonnable dans les circonstances actuelles ou prévisibles, c'est-à-dire avec le coût actuel des robots, de l'intelligence artificielle. Et là, on se rend compte très rapidement que parce qu'on parle d'intelligence artificielle ou de numérisation, on se dit mais ça coûte pas cher à produire. En fait, ça peut coûter très cher à produire. Ça peut coûter des dizaines d'années d'ingénieurs avant d'être réplicable. C'est pas parce qu'on peut, une fois qu'on a su automatiser quelque chose, le mettre sur un smartphone, qu'on n'a pas dépensé énormément d'argent pour faire le logiciel qui va éventuellement être portable sur le smartphone. Donc, la deuxième forme de critère qu'il faut appliquer, c'est est-ce que ça va arriver parce que économiquement, ça a une chance d'arriver? Et la réponse est, dans beaucoup de cas, certainement pas. Vous prenez des exemples simples. Quelqu'un qui fait une omelette dans un bistrot, on peut imaginer un robot à quelques millions d'euros qui saurait faire des omelettes, je dis bien faire des omelettes tout compris, casser les œufs, remuer la poêle, mettre le fromage dedans, le retourner et le mettre dans l'assiette. On sent quand même confusément que ça ne va pas arriver tout de suite. Ça arrivera peut-être dans 30 ans, mais ça ne va pas arriver dans les 2-3 ans qui viennent. Et ceci parce que même si on savait faire ce robot, ça ne serait probablement pas économique de le mettre dans le café du coin. Et il y a une troisième chose qu'on sous-estime considérablement quand on parle de ces sujets, c'est qu'on oublie de s'intéresser à, mais au fond, est-ce qu'on a envie de le faire et est-ce que ceux qui sont en position de décider vont se dire je sais le faire, je peux le faire économiquement et donc je vais le faire. Et la réponse, c'est pas forcément. Il y a des résistances sociales qui peuvent être extrêmement fortes à certaines évolutions qui seraient pourtant technologiquement et économiquement faisables. Prenons un exemple très simple. Vous êtes dans une entreprise de service qui a une grande plateforme téléphonique ou plusieurs plateformes téléphoniques pour répondre à ses clients qui ont un sujet de service après-vente ou un sujet, si vous êtes vraiment dans l'industrie de service, sur leur contrat de téléphone, la ligne ne marche pas, vous essayez d'appeler SFR. Vous avez une plateforme téléphonique où il y a éventuellement beaucoup de salariés. Avant de dire on va remplacer ces salariés par un robot, on va se poser la question de savoir ce qui est acceptable par le corps social de l'entreprise et on va regarder des choses très simples. On va regarder la pyramide des âges des personnes qui sont employées sur la plateforme téléphonique. On va regarder leur taux de mobilité. On va peut-être arriver à la conclusion qu'on n'a pas vraiment en fait une situation où ça serait pertinent de robotiser complètement et on va introduire un robot, un assistant vocal un peu sophistiqué pour certains bouts, mais on va laisser une partie très importante de la tâche sur la plateforme pendant éventuellement assez longtemps, pendant peut-être 5, 10 ou 15 ans. Et donc, alors même que la technique existe et qu'elle est économiquement apparemment tout de suite utilisable et validable, le mouvement ne va pas se produire ou ne va se produire qu'à échelle réduite et dans la durée. C'est ce qui explique qu'alors même que quand nous lisons le journal, on ne tique plus quand on dit la moitié des emplois va disparaître et qu'on sait qu'on ne voit pas ça se produire autour de nous, on ne se dit pas mais ce qui a été écrit et que j'ai lu est absurde. Parce qu'on ne connecte pas les deux éléments. Donc je vous invite, à chaque fois que vous aurez un papier qui vous dit c'est pas Apocalypse Now, mais demain, à réexaminer quel est le raisonnement, à voir si la technologie est disponible,
si elle est disponible dans des conditions qui font que ça n'est pas simplement une tâche qui serait automatisée, mais bel et bien un métier qui changerait et qui pourrait disparaître, si c'est économiquement viable et si c'est socialement tolérable et si ça a du coup une chance de se produire. Alors vous justement, verrez que généralement non. Justement, il y a d'autres études sur lesquelles vous souhaitez revenir et qui sont justement un petit peu plus rigoureuses. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, notamment sur celles que vous avez menées, celles de l'OCDE, qui donnent des chiffres qui sont quand même beaucoup moins importants que ceux de absolument. Alors, on est très nombreux à avoir fait des études qui essayent de poser les questions en disant regardons l'ensemble des tâches qu'il y a dans un métier et voyons ce qui peut se produire compte tenu des différentes choses que je vous ai dites. Et les études qui ont été faites sur ces bases-là disent plutôt 9 à 10% des emplois qui pourraient être affectés. Affectés, ça ne veut pas du tout dire qu'ils vont disparaître. Ça veut dire que le mode d'exercice peut changer. Imaginons tout simplement que vous n'atteigniez une voix d'une personne humaine vivante qu'après avoir eu 3 ou 4 interactions avec un robot conversationnel, vous avez un robot qui a pris une partie de la tâche, mais à la fin, vous accédez à une personne physique. On peut essayer de calculer ça, et c'est comme ça qu'on a calculé que 9 à 10% des emplois pourraient être amenés à disparaître dans les années qui viennent. Et quand vous voyez ces études, elles ne donnent pas des horizons de temps extrêmement précis. Je considère pour ma part, vous l'avez compris, que même ces chiffres-là sont probablement au-dessus de ce qui va se passer à un horizon prévisible, je dirais un horizon de quelques années, en mettant un bémol, qui est qu'il peut arriver, même si ça n'est pas arrivé jusqu'ici, qui est un acteur vraiment nouveau, utilisant un modèle économique vraiment nouveau, on parlait souvent de disruptif pour ça, qui arrive, qui rafle la mise, et à ce moment-là, tout le monde est obligé de s'ajuster. Ça fait quelque chose comme 15 ans qu'on dit que ça va se produire dans le monde de la banque et de l'assurance. Ça ne s'est pas produit. Il y a eu des acteurs disruptifs, ils sont restés à toute petite échelle, et on ne peut pas aujourd'hui tracer dans les chiffres de manière certaine l'impact de la numérisation ou de l'intelligence artificielle sur l'emploi dans les services ou ailleurs. Bien, merci pour cette entrée en matière. Marie-Claire Carrégé, donc le COE a publié récemment 3 rapports sur l'automatisation, la numérisation et l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous en donner les grandes lignes? Alors, vous rejoignez un petit peu ce que vient de dire Gilles de Margerie, puisque vous, c'était plutôt moins de 10% des emplois qui seraient menacés par l'automatisation. Alors, vous ne vous êtes pas concentré uniquement sur le nombre d'emplois, puisque vous êtes allé plus loin sur comment on travaille avec le numérique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, je préside une instance qui s'appelle le Conseil d'orientation pour l'emploi et qui rassemble, pour faire court, les acteurs du marché du travail. Donc, on a les directeurs d'administration centrale côté économie, finance, social, emploi, les directeurs de la statistique publique, l'INSEE, la DARES, les partenaires sociaux. Patronat et syndicats, des personnalités qualifiées, France Stratégie, voilà. Et on essaie de travailler ensemble pour essayer de bâtir des diagnostics partagés et de faire des propositions ensemble sur des sujets un peu compliqués. Et effectivement, on a travaillé tout au long de l'année dernière sur la question de l'impact ou les conséquences de la révolution technologique sur l'emploi et sur le travail. Comme l'a rappelé Gilles, quand on a commencé à travailler, nous, le débat était vraiment sur la thématique, le débat public, il était sur la thématique fin du travail, avec l'étude de Frey-Osborne, mais aussi d'autres analyses. Et on a voulu en avoir un peu le cœur net, on constate que personne ne sait grand-chose, et on a voulu essayer de réfléchir ensemble, de prendre toutes les sources d'informations, parce que c'est vraiment un phénomène très très complexe. Donc on a fait nos propres études quantitatives, mais aussi on a demandé à LinkedIn d'ouvrir ses bases de données pour nous sur la question des compétences. On a fait une enquête auprès des OPCAT,
cas des branches, on a auditionné beaucoup de représentants d'entreprises, de représentants de salariés, etc. Enfin, on a fait un travail en multipliant les sources d'information pour essayer de façon la plus rigoureuse possible d'analyser l'impact de la révolution technologique sur l'emploi. Alors, c'est pas une question nouvelle, évidemment, vous le savez aussi bien que moi. À chaque fois qu'il y a une révolution technologique, ça arrive pas tous les matins, mais à chaque fois qu'il y en a une, on a eu peur du chômage technologique. Keynes, dans les années 30, se demandait comment on allait pouvoir trouver du travail pour tout le monde, compte tenu des progrès technologiques en cours. Donc, la crainte du chômage technologique, elle a toujours été présente et elle a toujours été démentie par les faits. Progrès technologique, ça permet de faire plus et mieux avec les mêmes quantités de capital, de travail. Et le progrès technologique dans l'histoire, bien sûr, il a créé des emplois, bien sûr, il en a détruit, mais au total, le volume de l'emploi, il a augmenté et pas qu'un peu. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, ah, mais cette fois-ci, ce sera plus pareil. C'est pas la même. Voilà, cette révolution technologique-là, elle est spécifique pour plusieurs raisons. Elle est spécifique parce que ça va hyper vite. C'est exact. Elle est spécifique parce qu'elle concerne toutes les dimensions de la production. C'est pas seulement l'industrie, c'est pas seulement l'agriculture, c'est pas seulement les services, c'est tout le monde. Parce qu'elle affecte aussi, au-delà de la sphère productive, la façon dont on consomme, la façon dont on vit, puisqu'il y a vous le savez aussi bien que moi, hein, elle a un impact sur l'ensemble de la vie en société. Et donc, cette fois-ci, ça serait différent, et cela d'autant plus que les technologies en question, qu'il s'agisse du numérique, de la robotique, impression 3D, etc., elles sont les progrès réalisés dans l'une se traduisent immédiatement dans l'autre, et tout ça donne des choses exponentielles. Voilà. Et donc, on serait dans un scénario très très différent, et ça alimente à la fois des rêves. Demain, on va pouvoir vivre sans travailler, c'est cool, et des grandes frayeurs. En même temps, hein, ça dépend des moments dans la journée, je vais perdre mon boulot. Voilà. Et au moment où on a commencé à travailler, effectivement, si on allait sur le site de la BBC, puisque Freud c'est anglais, il y avait sur l'écran, il y avait une petite box, une petite boîte, vous rentrez le nom de votre métier, puis ça vous disait in or out, quoi. Et cela à horizon de 15 ans. Donc nous, on a voulu en avoir le cœur net. D'abord, on a constaté que le débat y était très mal posé, puisque concentré uniquement sur des destructions d'emplois, alors que la vraie vie, on le sait, c'est pas que des destructions, c'est des créations d'emplois. Aussi, c'est une transformation de la structure de l'emploi. Michael en parlera tout à l'heure avec les questions de polarisation. On constate que les dernières années, le progrès technique a plutôt joué en faveur des plus qualifiés. Alors ça dépend des pays, ça dépend c'est plein de nuances, mais la structure de l'emploi est modifiée. Et puis la localisation de l'emploi aussi, parce qu'il n'y a pas une révolution technologique, pour le coup, dans l'histoire qui soit passée sans que la cartographie de l'emploi régional, national, international soit modifié. Bon, alors je vais la faire courte sur l'aspect. Gilles a dit beaucoup de choses qu'on partage évidemment à 100% sur les limites des études existantes. Bon, la vérité, vous l'avez compris entre les lignes, c'est qu'elles sont toutes fausses. Elles sont toutes fausses au sens où on essaie d'approcher à travers des études quantitatives de façon plus ou moins rigoureuse. Alors nous, on a essayé de le faire de façon très rigoureuse en se basant sur des données françaises, sur l'enquête de conditions de travail de la DARES, essayer d'apprécier quelles tâches sont susceptibles d'être affectées dans un contexte d'automatisation. On est arrivé à des conclusions assez inattendues, à savoir, il y a 2 chiffres à retenir. On n'a pas voulu donner de pourcentage précis tellement ça n'a pas de sens, mais c'est pour avoir des ordres de grandeur de ce qui est vulnérable ou non dans un contexte d'automatisation. On est arrivé à la conclusion que 10%, moins de 10% des emplois étaient vulnérables parce que les tâches qui le composent sont vraiment très, très automatisables si les technologies sont matures, si elles sont pas chères, s'il n'y a pas de réglementation qui s'y oppose, s'il n'y a pas de problème s'il y a un consensus social pour le faire, s'il y a un patron qui veut automatiser, dans plein de conditions, sous réserve de plein de conditions super importantes.
moins de 10% sont très vulnérables, mais le chiffre essentiel, je crois, c'est qu'on est arrivé à la conclusion qu'il y avait 50% des emplois actuels en France, 50%, dont le contenu est susceptible d'être transformé de façon significative à profonde à horizon de 15-20 ans. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. C'est en se basant sur un consensus scientifique de qu'est-ce qui peut être automatisé ou pas, on se dit qu'on va vivre tous une transformation de grande ampleur de l'emploi en cours. Et donc ça change quand même la façon dont on appréhende les choses, les politiques publiques. On n'est pas habitué à gérer des transformations de cette ampleur. D'habitude, on se dit, bon voilà, on a un marché du travail qui fonctionne plus ou moins, il y a des gens il y a des jeunes qui veulent rentrer, il faut les préparer au mieux possible, il y a des personnes vulnérables qui sont exclues du marché du travail depuis longtemps. Bon, voilà les données habituelles sur lesquelles on se fonde. Là, c'est quand même 50% des emplois actuels. Donc, la question, elle se pose pour les jeunes, mais elle se pose beaucoup pour les gens en poste aussi. Donc voilà, ça, sur cet aspect, on est arrivé à la conclusion que vraiment, il s'agissait d'un mouvement de transformation de grande ampleur. Et encore une fois, mais je vous renvoie à nos rapports parce qu'ils sont quand même assez dodus et documentés, ils sont sur notre site. Mais on a abordé aussi la question de quels sont les leviers des créations d'emplois, hein, que ce soit les créations d'emplois directes dans le secteur des technologies lui-même, mais aussi parce que les créations d'emplois directs sont les moins nombreuses, le potentiel de création d'emplois indirects par plein de mécanismes que vous connaissez, hein, des innovations de produits à condition qu'ils cannibalisent pas la consommation d'anciens produits, des gains de productivité qui a priori permettent de faire autant ou plus avec moins de monde, mais si ça permet de gagner des parts de marché à l'international par exemple, ben ça permet de recruter aussi. Et puis ce qu'on appelle l'effet multiplicateur, quand vous créez un emploi dans le secteur des technologies, il est assez démontré par la littérature économique que ça a s'il y a un ingénieur, il y a un poste d'ingénieur qui est créé, l'ingénieur, ben il va chez le coiffeur, il mange des pizzas, il divorce parfois, il va chez le médecin, enfin bref, il y a tout un tas d'emplois induits. Nous, en mettant quand même, nous on a vraiment mis des warnings sur la question de la localisation. Parce que quand on croise la cartographie économique de la France et la cartographie de la population active, on voit vraiment qu'il y a des zones vulnérables, celles qui essentiellement où il y a une concentration industrie, de l'industrie qui s'est pas beaucoup modernisée pour faire court et qui emploient des gens peu ou pas qualifiés, qui sont susceptibles d'être les plus vulnérables. Voilà. Donc on a fait cette étude, on a détaillé, on a eu le courage de ce qu'aucune autre étude a fait. On a eu le courage de sortir, quand on a vu les 10% et 50%, on s'est dit, au fait, qui sont-ils? C'est quoi les métiers les plus surreprésentés là-dedans? Et bon, il aurait pu sortir des horreurs, il est sorti des choses assez logiques. Vous en avez la liste pour faire court. Les plus vulnérables, on voit que c'est essentiellement d'emplois peu et pas qualifiés, quand même. Hein, la qualification et le niveau de compétence. Est-ce que vous avez des exemples justement? Oui, bien sûr. Alors, dans les emplois assez menacés sur le principe, hein, sur le papier, voilà, on diront des emplois menacés sur le papier. Il y a j'ai pas dit les, hein, des ouvriers peu ou pas qualifiés dans la manutention, les industries de process. Il y a beaucoup d'agents d'entretien. Hein, on sait que aujourd'hui il y a beaucoup de tâches faites par des agents d'entretien, essentiellement dans l'industrie ou dans les entreprises, etc. Quand c'est rectangle, qu'il n'y a pas trop de bosses, de couloirs, de courbes, machin, il y a des machines qui savent faire. Hein. Des agents d'entretien, des personnels de service. Et dans les 50%, il y a quand même toujours une dominante peu ou pas qualifiée, mais on trouve aussi des emplois moyennement qualifiés, des emplois de cadre intermédiaires, des fonctions administratives, comptables, etc. C'est plus équilibré. Et ensuite, on a fait des rapports, mais je ne vais pas monopoliser la parole. On a essayé quand on a eu ces 50%, on s'est dit, mais au fait, dans ce contexte-là, quelles sont les compétences qui vont être, et qui sont déjà un peu,
plus demandé aux actifs, et on a fait 2 autres études là-dessus sur les compétences, mais j'en parlerai on y reviendra tout à l'heure. Et puis et au fait, le travail, est-ce qu'il devient plus ou moins intéressant, plus ou moins complexe, plus ou moins intense? Parce que c'est vrai que dans un monde type 20e siècle, on a l'habitude de raisonner à l'approche conditions de travail. Est-ce que c'est pénible, etc. Nous, on a essayé d'aborder l'ensemble des dimensions, l'intensité, la complexité, l'intérêt du travail, parce que le progrès technologique, pour l'instant, il a plutôt réduit les tâches. Enfin, on fait plutôt des choses plus intéressantes qu'autrefois, hein, quand même. Oui, c'est ce que montre votre étude. Voilà, les salariés qui sont en contact de la technologie, sont quand même plus intéressés par les tâches qu'ils font. Mais bref, en gros, il n'y a pas de déterminisme technologique. Le progrès technologique, c'est ce qu'on en fait. C'est les réglementations, les règles éthiques, c'est les règles de concurrence. Les machines, c'est des machines, mais c'est nous qui allons décider. Si c'est plus de 10%, si c'est moins de 10%, c'est la décision publique aussi. Hein. Donc, je pense que c'est ça qui est quand même le fil rouge des conclusions de notre rapport, c'est que transformation très rapide, très rapide, très profonde, qui concerne beaucoup de secteurs, etc. Mais c'est à nous de décider. Voilà. C'est quand même à nous de décider, notamment en matière d'organisation de travail. On s'est dit, vous voyez, vous avez les chantres les start-up qui disent venez travailler chez nous, c'est merveilleux, c'est autonome, c'est créatif, c'est indépendant. C'est vrai dans certains endroits, mais on sait aussi que la technologie, ça peut faire du taylorisme à fond, ça peut faire de la parcellisation des tâches, ça peut faire la personne qui travaille dans un entrepôt qui fait de la logistique et qui obéit à des machines et qui a le droit de rien dire, etc. Donc les technologies peuvent tout faire. Alors nous, on a démontré que en France actuellement, c'est plutôt les entreprises qui utilisent beaucoup les technologies penchent plutôt vers le côté autonome, travailler en équipe, enfin les choses que vous connaissez, que l'hyper-taylorisation. Mais les deux sont possibles, c'est à nous de décider. Voilà. Très bien. Merci Marie-Claire Carrerger. Alors Michaël Laurent, vous êtes co-auteur d'une étude intitulée Qualification, progrès technique et marché du travail locaux en France 1990-2011. Alors justement, avant de nous décrire brièvement les enseignements de l'étude, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par progrès technique et comment on le mesure? Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais je pense que c'est intéressant pour on va parler un petit peu cuisine, parce que c'est aussi un aspect important, surtout sur ce sujet-là où des fois on parle un peu de généralité, de progrès technique, de technologie, on ne sait pas forcément ce qu'il y a en dur derrière. Et puis ça va nous permettre de comprendre pourquoi on parle beaucoup depuis le début de la séance de tâches et de métiers. En fait, ce dont on s'aperçoit vite, c'est que la technologie, c'est très difficile à mesurer statistiquement. Le principal problème, c'est qu'une innovation, par définition, ça va plus vite que la statistique. Pour faire une enquête, ça prend du temps. Des fois, un questionnaire, il faut 2 ans, 3 ans pour le faire. Puis après, il y a 1 an de terrain d'enquête. Donc évidemment, on a du retard sur l'innovation. Par exemple, ça fait assez peu de temps qu'on demande dans les enquêtes sur l'emploi si les gens ont utilisé des sites internet pour trouver leur offre d'emploi, alors que dans la pratique, ça fait beaucoup plus longtemps que c'est déjà une. Donc il y a un gros décalage quand même. Il y a pour déjà pouvoir mesurer. Ouais. Exactement. Aujourd'hui, quand dans des questionnaires individuels, les seules questions un peu qui portent sur la technologie, ça va être est-ce que vous utilisez un ordinateur et est-ce que vous avez accès à Internet, est-ce que dans votre emploi. Effectivement, on voit bien qu'il y a 10 ans, c'était des choses qui avaient du sens, où on mesurait une vraie innovation. Aujourd'hui, c'est déjà en retard. Quasiment tout le monde utilise un ordinateur ou un smartphone, et puis quasiment tout le monde a accès à Internet. Quasiment tout le monde, c'est pas encore. Donc il y a 2 façons. Donc, pour essayer de mesurer vraiment la technologie en dur, on pose la question aux gens, donc soit côté des salariés, soit côté des employeurs. Mais là, donc, soit on est en retard, soit c'est un peu difficile de savoir vraiment ce qu'il y a. Donc, dans les enquêtes auprès des employeurs, on leur demande est-ce qu'il y a eu des changements technologiques, une question très très vague dans votre entreprise. Donc, on ne sait pas si ils ont acheté un nouveau logiciel, s'ils ont carrément refait une ligne de production avec des nouveaux robots. On sait juste s'il y a un changement technologique. Alors après, d'un point de vue statistique, ça nous permet déjà de dire des choses. Mais c'est assez flou si on veut identifier un phénomène technologique précis.
L'autre façon de regarder, c'est d'aller voir du côté de la comptabilité des entreprises, parce qu'une innovation, ça coûte de l'argent, c'est un investissement. Donc on peut essayer d'aller regarder dans les bilans comptables, est-ce que les lignes sur investissement en logiciel, en machine ont évolué. Alors c'est une autre stratégie. Les inconvénients là-dedans, c'est que si il peut, déjà il y a des différences de prix entre des logiciels et des machines. Il n'y en a pas forcément un qui aura un effet moins productif que l'autre. Mais le coût, on voit bien qu'il est très différent. Il peut y avoir des baisses de prix d'une année sur l'autre. Évidemment, l'innovation, c'est aussi ça, c'est la baisse du prix d'une technologie. Donc dans ce cas-là, on va avoir des baisses dans l'investissement, mais qui ne veulent pas dire forcément que la technologie diminue. Donc c'est un outil qui est plus intéressant pour aller comparer des secteurs entre eux que pour aller regarder vraiment mesurer la technologie. Donc une fois qu'on a dit c'est très difficile à mesurer, qu'est-ce qu'on fait? La stratégie principalement utilisée dans les études américaines au départ et puis maintenant à peu près dans tout ce qui se fait dans les économies développées, c'est de sauter une étape. On dit la technologie, quel effet, celle qu'on veut regarder, quel effet elle a sur l'emploi, qui est notre objet d'étude, et on va essayer de regarder si les effets qu'on prédit sur l'emploi sont vraiment observés dans la réalité des choses. Donc on fait des études empiriques. Donc pour faire ça, il faut un modèle derrière. Et donc le modèle nous qu'on utilise dit en gros, il y a 3 sortes d'emplois. Il y a des emplois manuels, des emplois routiniers et des emplois abstraits. Et pour produire des biens ou des services, on utilise plus ou moins une sorte d'emploi que l'autre et plus ou moins de capital que l'autre. Et puis on met des relations, on dit par exemple pour produire des biens, il faut du travail routinier ou du capital et du travail abstrait. Donc le travail routinier et le capital peuvent être remplacés un peu indifféremment, ça va dépendre du coût relatif de l'un par rapport à l'autre. Le travail abstrait, lui, par contre, il va venir en complément, donc plus la quantité de production routinière, qui est soit du travail, soit du capital, augmente, plus je vais avoir besoin de travail abstrait pour encadrer, pour développer, maintenir des systèmes, etc. Et à partir de ce modèle-là, on peut en déduire que, avec le progrès technologique, avec la baisse du prix du capital, on va avoir des transformations sur le marché du travail. Et on va essayer de regarder si ces transformations-là arrivent vraiment en réalité. Et ces transformations, pour l'essentiel, c'est donc ce qu'on appelle la polarisation, c'est-à-dire que les emplois intermédiaires, qui sont les emplois routiniers, qui sont les emplois automatisables, disparaissent, que, à l'inverse, les emplois abstraits, donc les plus qualifiés, augmentent et les emplois manuels augmentent également. Donc ça, c'est un phénomène qui a été mis en évidence aux États-Unis de façon très frappante. Donc ils ont ce qu'on appelle une belle courbe en U quand on regarde l'évolution de l'emploi sur les 20 ou 30 dernières années. Donc au milieu, ça baisse et aux extrémités, ça augmente. Pas chez nous. Pas tout à fait chez nous. Alors la différence qu'on a avec les États-Unis, c'est qu'au lieu d'avoir une courbe en U, on a une courbe en J. C'est-à-dire que on a bien la diminution des emplois intermédiaires, on a bien la grande augmentation des emplois très qualifiés, mais à gauche, sur les peu qualifiés, c'est un peu plus flou. Si on exclut quelques secteurs très spécifiques comme les services à la personne, on pourrait même dire que dans les emplois peu qualifiés de services, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, nous, on a deux pistes pour expliquer pourquoi on n'a pas exactement la même chose qu'aux États-Unis. La première, c'est qu'aux États-Unis, en gros, il y a une espèce de double effet qui se coule. C'est-à-dire que vous avez la polarisation, vous avez l'automatisation qui fait disparaître les emplois intermédiaires et qui fait croître les emplois abstraits. Et donc les emplois abstraits, c'est les cadres, les ingénieurs, les développeurs, etc. Ces gens-là, il va falloir les payer. Il va falloir les payer bien parce que leurs métiers deviennent de plus en plus importants. Et plus vous les payez, plus ils vont consommer notamment des services. Et du coup, ça va accentuer l'effet puisque les services ils vont être produits par des emplois peu qualifiés, donc dans la restauration, dans la livraison, dans ces choses-là. Et donc, vous avez ce qu'ils appellent ça la consommation biaisée par les plus qualifiés. Donc, vous avez un espèce d'effet de bouclage. Vous avez de plus en plus de qualifiés qui consomment de plus en plus de services, donc de plus en plus de non qualifiés, et ça accentue cette courbe en U. Le prix pour avoir cet effet de consommation, c'est des inégalités salariales qui augmentent. En France, on les observe pas du tout. Donc on a bien la structure de l'emploi qui bouge, mais on n'a pas d'augmentation des inégalités salariales, ce qui peut expliquer qu'on n'ait pas ce phénomène de consommation accrue aussi des diplômés.
Et donc qu'on n'ait pas cet effet sur le bas de la distribution, sur les effets des emplois les moins qualifiés. L'autre piste d'hypothèse, c'est qu'on est en France aussi encore un taux de chômage élevé depuis 10 ans maintenant, et du coup il y a peut-être aussi un effet de chômage plus important sur les peu qualifiés. Ça pèse encore beaucoup. Peut-être des effets de salaire minimum qui exclurait en partie de l'emploi les travailleurs vraiment les moins qualifiés. Parce que quand on voit effectivement, quand on parle de métiers de service aux États-Unis, il y a aussi des métiers, c'est ouvrir la porte au restaurant, être en haut de l'escalator pour dire attention à la marche. C'est pas non plus des métiers. Enfin, c'est vraiment des métiers peu qualifiés. C'est vrai qu'on ne trouve pas forcément en France. Qu'on trouve pas forcément en France. Très bien, écoutez, merci pour cette présentation. Gérard Vin-Laduc, pour vous, l'expansion de l'économie digitale présente des aspects qui sont de continuité et de rupture. Alors, et selon vous, ils sont tous les deux importants à prendre en compte pour mesurer l'impact du numérique sur l'emploi. Alors, vous pouvez nous expliquer ce qui relève, selon vous, de la continuité et ce qui relève de la rupture? Et la continuité, le titre de la table ronde précédente, c'était la troisième révolution industrielle. Et au début de ma carrière universitaire, au milieu des années 80, j'étais impliqué dans un programme européen qui était la troisième révolution industrielle dans les régions d'Europe. Donc ça fait presque 35 ans que c'est la révolution permanente, ou alors il y a un problème de numérotation des révolutions industrielles. Donc, depuis que je suis retraité de l'université, je collabore avec l'Institut syndical européen et en particulier une unité de prospective qu'on a créée dans cet institut pour s'intéresser à l'avenir du travail et de l'emploi dans la perspective de la transition digitale, mais aussi de la transition écologique, en essayant de s'intéresser aux deux aspects. Et une chose qui paraissait évidente dès le début, c'est que dans le monde syndical, on est vachement réceptif aux prévisions les plus pessimistes possibles, comme si on aimait bien se faire peur. Donc, Frey et Osborne ont eu beaucoup de succès avec leurs prévisions que la moitié des emplois allaient disparaître. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'apporter une démarche un peu plus rationnelle, si vous voulez, dans cette question. Alors bon, la continuité. Le fait que l'information numérisée soit une ressource économique stratégique, c'est pas nouveau. Ça date effectivement du milieu des années 80. Ce qui change aujourd'hui, c'est la puissance des outils qui permettent de créer et d'accumuler de la valeur sur le plan économique avec cette information numérisée. Et c'est donc la capacité de créer un secteur industriel, un secteur qui rapporte de l'argent à partir de cette digitalisation. Ce n'est pas la technologie, bien sûr les performances, elles augmentent tout le temps, mais c'est donc la capacité d'en extraire de la valeur. Le modèle industriel qu'on appelle 4.0, parce que 3.0, ça fait il y a 30 dépassé. ans. Oui, voilà. Donc, le modèle industriel 4.0, c'est en fait quoi? C'est des objets communicants, des machines apprenantes, des robots autonomes, si on s'en tient à l'aspect de la technologie. Si on s'en tient à l'aspect économique, c'est quoi? C'est la mise en réseau de capacités industrielles, c'est une recomposition des chaînes de valeur à l'échelle mondiale, et c'est la capacité de faire, de réaliser des productions qui sont de plus en plus individualisées, customisées, comme on dit avec un très mauvais anglicisme. Et ça, c'est un modèle qui se développe depuis plusieurs années déjà. Et donc, les leçons de ces 30 dernières années, elles montrent que c'est pas la performance de la technologie en tant que telle qui change l'économie. C'est le processus de diffusion des innovations qui se déroule de manière très très différente d'un secteur à l'autre, selon la taille des entreprises, selon les pays, etc. Et qui qui font interagir des facteurs de rentabilité économique, des facteurs de régulation institutionnelle au niveau national, au niveau international, des facteurs d'organisation du travail et des facteurs de gestion des compétences et de gestion des ressources humaines. Je donnais souvent à mes étudiants l'exemple de la lecture optique de barcode qu'on utilise dans les grandes surfaces. La technologie, elle est là, les lasers, la numérisation, etc., depuis grosso modo début des années 90, enfin 90. Et donc, il a fallu une vingtaine d'années pour que cette technologie délivre sa pleine rentabilité économique, c'est-à-dire qu'elle concerne toute la chaîne d'approvisionnement, depuis
les matières premières et les fabricants, jusque la distribution et le recyclage. Pourquoi? Parce que les accords institutionnels, les négociations, les rapports de force entre les firmes étaient effectivement ce qui détermine le rythme d'adoption de l'innovation et non pas la performance d'un lecteur optique laser de barcode. Il y a quand même quelques éléments de rupture dans l'affaire. Je voudrais en mentionner, pour être bref, 3. Le premier, c'est l'irruption d'un nouveau modèle d'affaires, le modèle des plateformes, qui est quelque chose de nouveau du point de vue économique. Ce qu'on appelle les marchés à 2 versants ou à plusieurs versants. Jean Tirole en France est un des économistes qui ont contribué à théoriser ces marchés à plusieurs versants. Et c'est nouveau, c'est pas la même chose que les multinationales et les entreprises globales qu'on a connues jusqu'ici. C'est un nouveau modèle d'affaires, et un nouveau modèle d'affaires qui induit des transformations assez importantes dans l'organisation de l'économie. Une deuxième tendance disruptive, comme on dit pour employer un mot à la mode, c'est la question du déplacement de la zone grise entre ce que peuvent faire les robots de nouvelle génération et ce que peuvent faire les êtres humains. Pour moi, d'abord, la question de substitution ou complémentarité, c'est une question purement rhétorique. Elle est bonne pour les tables rondes, mais dans la pratique, ça se prononce pas comme ça, parce qu'on est contraint à la complémentarité. Pour au moins 2 ou 3 décennies, les machines apprenantes et les travailleurs et travailleuses vont coexister, parce que c'est toujours comme ça. Il n'y a pas de diffusion immédiate, et le processus d'adoption des innovations, il est beaucoup plus lent. Donc, mettons de côté substitution et complémentarité, la question c'est de gérer en termes de transformation des organisations, comment une nouvelle génération de machines va s'articuler avec le travail humain et quels sont les rapports de pouvoir qui vont présider à cette articulation. C'est-à-dire quelles sont les décisions en termes de management, en termes d'organisation du travail, en termes de gestion des ressources humaines qui vont arriver là derrière. Et puis une troisième tendance qui est un peu disruptive, pour moi, c'est ce qu'on appelle maintenant le crowd working, le travail externalisé à la multitude pour ne pas employer des anglicismes, ou le travail à la demande qui est organisé par des plateformes, parce que c'est une tendance disruptive dans la relation d'emploi. C'est une tendance à la déconstruction de la relation d'emploi, à affaiblir de toute manière possible en changeant les repères de temps, les repères de lieu, les repères de contrat, les repères de sociabilité, ce qui a fait la relation d'emploi et qui a fondé la prospérité dans les pays développés pendant tout un temps. Et donc ça va impliquer aussi des changements dans la reconstruction du lien social dans le travail. Le lien social, il a changé au fil de toutes les révolutions industrielles. Il n'y a pas un nouveau lien social maintenant et un ancien avant. Non, il a tout le temps changé. Les formes spatiales, les formes temporelles du lien social, la manière d'organiser les relations interpersonnelles ont tout le temps changé. Aujourd'hui, il semble qu'il y ait une tendance à remettre en question les fondements de cette relation d'emploi. Et si je peux terminer brièvement par un peu de théorie économique, puisqu'on est au printemps de l'économie, je pense qu'il faut se réintéresser au travail de ce qu'on appelle les économistes évolutionnistes, evolutionary economics en anglais. On dit parfois néo-schumpeterien, mais néo-schumpeterien, ça se vend pas bien. Et donc, qui est en fait s'intéresser au mouvement long dans le développement de l'économie, c'est-à-dire de ce que Schumpeter appelle des cycles et ce que les évolutionnistes appellent des paradigmes technico-économiques, qui sont des mouvements longs, qui prennent de 50 à 60 ans et qui ne sont pas déterminés par la technologie. Ils sont déterminés par les conditions institutionnelles, politiques, sociales, juridiques, de fonctionnement des marchés, de relations internationales, qui font qu'un paradigme technico-économique s'instaure plus ou moins rapidement, de manière plus ou moins égalitaire ou inégalitaire entre régions du monde, entre groupes sociaux dans un même pays. Et je pense que ces travaux, donc je pense notamment à Christopher Freeman, qui est un peu le père fondateur du concept de paradigme technico-économique, et aux travaux actuels de Carlota Pérez et Mariana Mazzucato, là
dans ce domaine, et donc d'essayer de s'intéresser à ces mouvements longs. Et si on s'intéresse aux mouvements longs, on serait maintenant en fait dans un point de basculement. Le paradigme technico-économique du numérique, des technologies de l'information et de la communication, il s'est instauré dans les années 80. Avec d'abord une phase d'irruption, et puis une phase de ce que Carlota Pérez appelle la frénésie. Tout le monde fait n'importe quoi, on s'excite, on s'agite, la nouvelle économie, l'e-économie, tout ce qu'on voulait, et on invente tout et n'importe quoi à ce moment-là. C'est la phase de frénésie. Et puis il y a un point de basculement qui peut correspondre à des crises financières, des bulles et des crises financières. Et après ce point de basculement, il y a une phase de déploiement au bénéfice du plus grand nombre et une phase de maturité de ce paradigme technico-économique. La phase de déploiement précédente, c'était l'après-guerre, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses en français. En français, pardon. Et donc, ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, c'est peut-être un changement institutionnel de la même ampleur que ce qui a provoqué la période de prospérité qu'on a appelée les 30 glorieuses, et on n'est pas prêt de réfléchir dans ce domaine-là, et c'est dommage. Bien, merci Gérard Valaduc. Gilles de Margerie, je vous repasse la parole. Alors France Stratégie va rendre public dans quelques semaines un rapport sur l'impact de l'intelligence artificielle dans les secteurs de la banque, de la santé et des transports. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots en avant-première ? Oui, alors quelques mots sans griller l'actualité du document, mais parce qu'on a trouvé des choses très différentes dans les trois secteurs et ça nous a beaucoup intéressé et beaucoup intrigué. Pour faire très vite, dans le secteur des transports, je vous ai dit tout à l'heure que on voyait qu'il y avait des métiers qui changeraient, mais qui disparaîtraient pas forcément pour autant. On s'est rendu compte que c'était un des secteurs dans lesquels il y a le plus grand aléa d'anticipation. Vous trouvez dans les mêmes journaux des gens qui vous disent que la voiture autonome, complètement autonome, on touche pas le volant, on s'en occupe pas, on s'assied, on arrive au point de destination, c'est prêt, c'est en train d'être expérimenté aux États-Unis et dans 2 ou 3 ans c'est là. Et vous trouvez d'autres personnes qui vous disent c'est dans 10 ou 15 ans. Et la différence entre les deux, c'est très souvent qu'est-ce qui est acceptable socialement, qu'est-ce qui est acceptable réglementairement, qu'est-ce qui est acceptable pour les assureurs. Alors, très simplement, vous avez vu qu'il y a eu un accident avec une voiture Uber. Peut-être qu'en termes de statistiques, vu les millions de kilomètres qu'ont déjà fait les voitures Google, les voitures Uber, etc., c'est beaucoup, beaucoup moins d'accidents que ce qui serait passé s'il y avait eu des conducteurs. Mais socialement, c'est très difficile. Et donc, on voit bien que des sujets de ce type vont conduire à un traitement asymétrique. Alors même que la voiture autonome serait beaucoup plus sûre, on va peut-être mettre un niveau d'exigence qui est très supérieur à celui qu'on met pour les conducteurs physiques avant d'accepter qu'il y ait des voitures sans aucun conducteur dedans sur nos routes. Donc, quand on regarde ce type de sujet, on se dit, on ne sait pas bien prédire. Et du coup, on ne sait pas bien prédire comment les responsables du code de la route vont agir. Et on voit quelque chose qui est une interrogation qui est un peu paradoxale du côté des assureurs. En gros, les assureurs, les véhicules autonomes, ils voient ça comme une remise en question de leur modèle qui suppose qu'il y ait quand même pas mal de tôles froissées pour pouvoir faire vivre leur chaîne de production. Et les garagistes y ont intérêt aussi. On a tendance à penser, à tort ou à raison, que les véhicules autonomes auront beaucoup moins d'accidents et donc feront beaucoup moins travailler les assureurs et beaucoup moins travailler les garages. Est-ce que ça va contribuer à freiner ou à accélérer la généralisation des véhicules autonomes? Franchement, personnellement, j'en sais rien et je serais prêt à prendre des paris. On aura peut-être tous tort, peut-être que ça va être très 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 long et peut-être qu'au contraire, en 2022-2023, quand on sortira d'ici, on prendra un taxi autonome pour aller quelque part et que tout le monde trouvera ça tout à fait normal. C'est un des domaines où, franchement, j'en sais rien. Et du coup, impossible de dire quel impact ça va avoir sur l'emploi. Parce que c'est un sujet qui est socialement tellement chargé que c'est difficile de prédire. Dans le domaine de la banque, c'est très différent. Dans le domaine de la banque, on utilise énormément l'intelligence artificielle déjà pour des choses que le public ne voit pas. Alors typiquement, on utilise l'intelligence artificielle
pour calculer les risques de crédit sur les emprunteurs, qu'il s'agisse d'une personne, vous ou moi, qui veut s'acheter quelque chose en crédit conso au stand chez Darty où on peut le faire, ou d'une entreprise qui parle avec son banquier pour obtenir un crédit à un taux pas trop mauvais. Dans les deux cas, avec des technologies très différentes, on va essayer d'utiliser de l'intelligence artificielle pour savoir quel est votre risque de ne pas rembourser le crédit dans les conditions normales et donc pour tarifer ce risque correctement. Ça n'a pas d'impact vu du client, sauf sur éventuellement la vitesse à laquelle la décision va être prise et ça ne change rien de très notable dans l'emploi dans les banques. La même chose pour l'énorme activité qui a été mise en place dans les banques qui ont des clients particuliers pour détecter les comportements frauduleux et tout ce qui pourrait faire penser qu'il y a financement du terrorisme, blanchiment ou autres méthodes de criminalité passant par des transactions bancaires. Là, il y a beaucoup d'intelligence artificielle, elle fonctionne depuis longtemps, ça a plutôt créé de l'emploi parce que les normes se sont énormément durcies et donc la responsabilité des banques sur la surveillance de ces processus les a conduites à mettre en place des très grosses équipes qui utilisent beaucoup d'intelligence artificielle. Le seul endroit où on voit que l'intelligence artificielle pourrait conduire à quelque chose de notable dans le monde bancaire, c'est l'interaction avec le client, qu'il s'agisse des conseillers clientèle qui peuvent se faire aider par de l'intelligence artificielle pour vous proposer le produit qui va correspondre à vos besoins ou vos envies ou qu'on va savoir vous vendre, tout ça étant pas forcément exactement la même chose, ou bien qui permettra d'avoir une gestion avec une interface de langage quasi naturel qui vous permettra de traiter l'essentiel des sujets que vous avez à traiter avec votre banque, commander un chéquier, vérifier un point sur votre découvert, y compris en le faisant avec un robot à 2 heures du matin, ce que vous n'auriez pas pu faire avant. Le secteur où c'est le plus troublant, c'est le secteur de la santé. Alors il y a des choses très spectaculaires, il y a les robots avec de l'intelligence artificielle qui secondent les chirurgiens pour faire des opérations complexes et qui ont des gestes incroyablement précis. Ça, on voit bien également que ça ne va pas déplacer massivement l'emploi. Il y a des choses plus sophistiquées encore qui sont le fait que maintenant, des robots savent mieux lire une radio, une IRM ou un électrocardiogramme que la quasi-totalité des médecins. Et donc, on voit que ça va se répandre, qu'on va s'en servir, et que donc les radiologues, les cardiologues vont voir des transformations de leur métier. Typiquement, pour le radiologue, il fera moins de lecture de radio et peut-être un peu plus d'utilisation interventionnelle des radios. Là, on parle de petits nombres. Il y a des éléments où il y aura des très grands nombres concernés. Je vais prendre 2 exemples. Les maladies chroniques. La population vieillit, il y a de plus en plus de maladies chroniques, diabète, hypertension artérielle et tout ce genre de choses. On sait qu'on va pouvoir les suivre mieux avec des objets connectés, les traiter mieux avec aussi des objets connectés. Donc, ça va réorganiser profondément les choses. On traitera mieux, on aura moins besoin de personnes pour certains aspects. Et en revanche, il y aura des gens qui interpréteront les données, qui pourront vous donner des conseils sur la manière de suivre votre maladie. Et ça peut changer très profondément l'organisation même du monde de la médecine libérale et de la médecine hospitalière lorsque ces 2 mondes de la médecine sont concernés par une maladie. Derrière ça, il y a une révolution encore plus grande qui est le diagnostic et la prescription assistée par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'ordonnance, si je simplifie, ce n'est pas tout à fait exact, mais l'ordonnance, c'est le médecin. C'est le médecin qui vous diagnostique, c'est le médecin qui vous dit quel médicament vous allez vous prendre et qui l'écrit, qui engage d'une certaine manière sa responsabilité et qui rend possible la vente d'un médicament en pharmacie. Demain, dans 95 cas %, et demain, c'est vraiment demain, c'est pas dans 5 ans, c'est dans les mois à venir, parce qu'on y est pratiquement déjà, vous allez avoir des éléments d'intelligence artificielle dans des systèmes d'information qui feront de meilleurs diagnostics que la quasi-totalité des médecins, qui tiendront compte de toutes les pathologies connues dans des grandes populations, qui du coup identifieront aussi des maladies rares qui ne sont pas forcément faciles à diagnostiquer, et qui seront capables de vous faire la prescription. Et ça, évidemment, si vous êtes médecin, vous trouvez que c'est quand même une nouvelle pas forcément formidable. Mais si vous êtes en France et que vous savez qu'on va manquer de médecins dans les 10 ans qui viennent, vous vous dites, peut-être qu'on pourrait faire ce qu'on appelle des pratiques avancées et où les infirmiers vont aider à faire le diagnostic et puis le médecin
arrivera et fera la prescription. Et donc, dans ce domaine-là, on peut avoir dans les 10 ans qui viennent des tensions, des négociations, parce que tout ça se négocie, tout ça sont des objets de société, sur la définition de ce que fait un médecin par rapport à ce que fait un infirmier. Bien, merci. Michaël Laurent, alors justement, on voit qu'il y a cette révolution technologique et un impact sur les métiers. Alors, comment les gens arrivent justement à se former, transformer leurs compétences? Parce que finalement, on le sait, mais il y a quand même une responsabilité des entreprises, également des personnes, pour savoir comment on s'adapte justement à ces nouveaux métiers, à ces évolutions. Est-ce qu'il y a des études sur le sujet un petit peu pointues? Alors justement, c'est un peu le point encore aveugle des travaux. On est arrivé là, je pense, dans un consensus scientifique pour dire oui, il y a un effet de l'automatisation sur l'emploi, mais on a regardé ça à un niveau très macroéconomique. Donc maintenant, la question c'est de voir au niveau individuel. Donc on a dit la technologie a détruit des emplois routiniers dans la structure de l'emploi. Mais on parle d'une période de temps qui est comme ce qui s'expliquait Gérard Valenduc, c'est 20-30 ans, c'est l'échelle d'une génération. Hein. Donc, est-ce que les gens, leur emploi à eux, s'est transformé, ou est-ce que c'est des phénomènes beaucoup plus structurels et c'est les nouveaux emplois qui, au fur et à mesure, remplacent un écosystème précédent? Ça, c'est les questions qu'on est en train de se poser, auxquelles on est en train d'essayer de répondre. Alors, il y a des travaux en Allemagne qui commencent à présenter des résultats. Donc oui, là, il s'intéresse vraiment aux salariés. Il regarde les salariés qui avaient des métiers très susceptibles d'être touchés par l'automatisation, et il regarde leur évolution dans leur parcours professionnel. Ce qui montre, c'est qu'effectivement, ces gens-là ont une probabilité d'avoir changé de métier assez importante, et plus importante que les autres, que ceux qui ont des métiers intellectuels ou que ceux qui ont des métiers manuels. Mais ils ont pas de probabilité d'avoir changé d'entreprise et pas de probabilité plus importante d'être au chômage. Donc en fait, ils ont changé au sein de leur entreprise, ils ont changé de métier. Donc ça, c'est assez rassurant. Il y a quand même, ça c'est vrai pour la plupart de ces salariés, c'est un peu moins vrai pour les plus âgés. Donc on sent qu'il y a des reconversions qui sont peut-être un peu plus compliquées pour les salariés les plus âgés. C'est assez rassurant, notamment par rapport à ce qu'il y a aux États-Unis, où on a l'impression que là, aux États-Unis, il y a vraiment des destructions d'emplois au sein des entreprises et que l'emploi est retrouvé ailleurs, même si on manque un peu d'indices. Et en France, donc en France, il n'y a pas encore d'études récentes sur le sujet. On est en train d'y travailler, notamment à la DARES. Donc je ne sais pas quand est-ce que les résultats pourront être donnés. En France, il y a quand même des études, alors je vais dire anciennes, qui datent de 2012, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est la préhistoire maintenant, mais c'est pas si ancien que ça, qui tendent à montrer que on est plutôt sur une dynamique à l'allemande, avec des gens qui restent au sein de leur entreprise et qui évoluent au sein de leur entreprise. Qu'est-ce qui fait que c'est différent en France et en Allemagne par rapport aux États-Unis? Ce que les chercheurs allemands disent, c'est un investissement sur la formation continue. Voilà. Par rapport aux États-Unis, l'Allemagne donc a un modèle social un peu différent, avec un accompagnement plus renforcé. Et donc il dit c'est peut-être cette dimension-là de formation continue qui permet aux gens de ne pas se retrouver au chômage et de devoir trouver un autre emploi, mais d'évoluer au sein de leur entreprise, d'être accompagnés par leur entreprise pour faire face aux changements technologiques. Et il semblerait qu'en France, on suive à peu près la même voie. En tout cas, il y a 5 ans, on avait l'impression que c'était plutôt cette dynamique-là qui l'emportait. Donc, importance de la formation professionnelle. Alors, je me tourne vers vous, Marie-Claire Carrerger, parce que dans un de vos rapports, vous avez formulé une série de propositions pour permettre à l'économie française finalement d'avoir les compétences nécessaires pour faire face à l'évolution technologique. Alors, il n'a échappé à personne qu'il y avait une réforme de la formation professionnelle en cours, alors sans peut-être qualifier les grands enjeux de cette nouvelle réforme. Vous insistez énormément sur l'aspect compétence, parce que c'est vrai, c'est ce qu'on disait, la compétence des salariés, ce qui va être très important à l'avenir. Qu'est-ce que vous avez mis en avant en termes de compétences? Est-ce que c'est pas forcément toujours les mêmes qui sont importantes face à cette évolution? C'est vrai, vous avez raison d'insister sur le mot compétence. On a pendant des décennies essentiellement raisonné en termes de qualification. Et je voudrais juste dire pourquoi effectivement la notion de compétence, c'est-à-dire la compétence au sens un savoir et des habiletés en action. Hein. Et
qualification, c'est autre chose. Hein. Et on a toujours raisonné en termes de politique publique, augmentation générale du niveau de qualification, etc. Ça demeure pertinent. Toutes les études qu'on a citées, avec toutes leurs limites, montrent que la qualification, c'est à la fois un atout et un rempart dans le contexte de la révolution technologique actuelle. Mais la notion de compétence, elle devient très importante parce que, comme ça a été évoqué par plusieurs intervenants avant moi, les métiers se transforment, se reconfigurent. Tout ce qu'on arrive à capter, c'est quand même une tendance à la complexification du contenu des métiers et à l'hybridation des compétences exigées pour ces métiers. Alors nous, on a essayé de faire une étude pour essayer d'apprécier l'évolution des compétences qui va être liée à la révolution technologique. On a utilisé plein de sources d'informations. Notamment, on a fait une étude quantitative en comparant les compétences qui sont mobilisées actuellement en France. On est parti de l'enquête PIAC OCDE, mais avec sur les données françaises. Quelles sont les compétences qui sont le plus sollicitées dans des univers qui sont non numérisés? Et quelles sont les compétences qui sont plus sollicitées dans un univers numérisé? Évidemment, on a enlevé tous les biais, tout ce qui pourrait influencer la catégorie socio-professionnelle, le type d'emploi, etc. Autrement, ce serait tout faux. Bon, voilà. Mais on a éliminé tous ces facteurs et on a regardé tout ce qui est non expliqué par l'âge, la catégorie socio-professionnelle, le type de boulot, etc. Et on a vu, c'est les conclusions principales, c'est que ce qu'on appelle des compétences transversales, des compétences numériques de base, des compétences du type littératie, numératie, en 9 langues, enfin la capacité à utiliser, à maîtriser les mots et les chiffres, deuxième bloc, et des compétences qu'on appelle des compétences sociales, capacité à interagir, à travailler en équipe, apprendre à apprendre, etc. Ces 3 blocs de compétences transversales sont significativement beaucoup plus sollicités dans un univers numérisé. Alors c'est de l'ordre de l'écart entre les deux univers, il est de l'ordre de 10% pour le travail en équipe. Il est de l'ordre de 30% pour l'autonomie, la capacité à résoudre des problèmes, etc. Il est autour de 50% pour la littératie, hein, les mots. C'est assez, peut être contre-intuitif. On se dit, il n'y a que des machines, on n'a plus besoin de maîtriser la langue, les mots, etc. Bah, si. Et alors, pour la numératie au travail, l'écart, il est absolument considérable. C'est de l'ordre de 95% d'écart entre un univers non numérisé et un univers numérisé. Alors ça nous dit beaucoup. Pardon, je prends la question de la réforme de la formation professionnelle d'assez haut, ou d'assez loin, mais c'est quand même ça qui est essentiel. On sait que dans le monde qui vient, mais qui est déjà là, hein, on sait qu'on a un besoin de compétences expertes dans les secteurs des technologies. Ça, il faut pas avoir Félix pour comprendre. Il y a besoin de gens pour concevoir les technologies, pour les déployer, pour les maintenir, voilà. On sait qu'on est en déficit dans tous les pays, mais on s'en fiche. C'est pas parce que les autres pays ont des déficits de compétences aussi que ça doit nous rassurer. Nous, c'est un secteur qui fait à peu près 900 000 emplois. Il y a 10% de gap. Hein, il nous en manque 10%. Alors, c'est peut-être pas les compétences les plus nombreuses, mais elles sont stratégiques. Donc, franchement, c'est quand même ballot ça, on le sait. Hein, c'est vraiment, il n'y a pas besoin de faire plus de travail d'experts. Ça a été très documenté. On sait qu'il nous manque 80 000 emplois. On sait à peu près quelles sont les compétences technologiques qui sont les plus demandées. Dans notre rapport, LinkedIn nous donne des informations. Les professionnels en donnent d'autres qui sont cohérentes. Bref, on sait. Et pour l'instant, on fait pas trop. Donc ça, c'est un premier souci.
Ensuite, sur les autres compétences dont on sait qu'elles vont être plus demandées. Donc, les compétences, il y a des compétences liées à l'hybridation des métiers, à la recomposition. Hein. La vraie vie, c'est effectivement pas toujours un emploi supprimé ou c'est deux emplois qui se combinent. C'est des compétences numériques qui sont exigées désormais en complément d'autres compétences professionnelles classiques, etc. Et ça concerne qu'à 50% des gens. Et puis, il y a toutes ces compétences transversales, numérique de base, littératie, numératie et compétences sociales. Et là, quand on regarde quel est le degré de maîtrise par les Français aujourd'hui, on voit que la marche est quand même assez haute. Compétences numériques de base, on le sait, ça a été documenté. Il y a 8% des Français dans la population active qui n'en ont aucune, et 27% qui sont pas au niveau de base. Voilà, donc ça fait du monde à former. Compétences en numératie, littératie, vous savez, enfin les enquêtes PIAC et d'autres le montrent. Nous, en comparant le niveau de sollicitation numérisé non numérisé, on arrive à la conclusion qu'il y a 13% des actifs un emploi. Ça même pas les demandeurs d'emploi, actifs un emploi qui vraiment sont pas au niveau de base. Et 30% qui pourraient progresser pour être à l'aise dans un univers où le numérique a plus d'importance. Ça fait des millions et des millions de personnes. Et compétences sociales, on n'en sait rien, parce que il n'y a pas de référentiel, à part sur le niveau de base de ces compétences sociales. Là, vraiment, il faut faire beaucoup de recherches et beaucoup de consensus dans la définition de référentiel et de certification correspondante. Mais on sait qu'il en manque aussi. Donc, ça invite à plusieurs choses. Je vais rester un peu à un niveau peut-être général, mais plus fondamental. Ça implique, à revoir la répartition classique entre formation initiale et formation continue. Ça, vraiment, ça doit être repensé. Actuellement, c'est très séparé, en France comme ailleurs, hein, d'ailleurs. On a la formation initiale puis la formation continue. Ça invite à repenser le contenu des formations. On sait que l'aspect maîtrise de la connaissance va être moins important, décisif, alors que apprendre à apprendre, la culture du doute, essayer de penser innovant sortant de la boîte, hein, comme on dit un peu couramment, remettre en question, avoir l'esprit critique, ça devient beaucoup plus important. Donc apprendre autrement. Apprendre autrement aussi dans les méthodes d'enseignement, en particulier pour la formation professionnelle. On voit qu'il y a 50% des organismes de formation aujourd'hui qui ont juste 0 offre digitale. Donc il y a une recomposition. Non seulement il faut fermer beaucoup de monde, mais le secteur de la formation, il doit être puissamment transformé avec des exigences de qualité bien renforcées, mais aussi des exigences de méthodes de formation vraiment changer. Et ça peut être un atout. Hein. Si on former avec des outils digitaux, ou partiellement avec des outils digitaux, ça peut permettre d'atteindre plus facilement des salariés dans des TPE qui peuvent se former, compris quand il y a un moment de creux, etc. dans la journée. Ça peut bouleverser la donne, c'est un atout considérable, mais il faut le faire. Et il faut évidemment surmonter toutes les verticalités qu'il y a dans notre système de formation, hein, qui est très logiquement structuré en fonction des branches, enfin c'est très vertical quoi. Je dis pas qu'il faut supprimer ça, parce que je pense que ce serait beaucoup d'énergie perdue pour rien, mais en tout cas il faut le surmonter en faisant travailler tout le monde ensemble. Mais la marche elle est haute hein, en termes de donc il y a des choix collectifs à faire en termes de financement. On sait que le président de la République dans la campagne avait mis l'accent sur la nécessité de mettre un peu plus d'argent. Il faut plus de qualité aussi, hein, mais quand même la nécessité d'investir dans les compétences et puis d'améliorer beaucoup l'information des gens et aller au-devant des plus vulnérables qui ne sont pas que les demandeurs d'emploi et en les sécurisant parce que dans une situation comme ça de révolution technologique,
Les gens qui se disent Faut pas qu'ils se j'ai sentent pas les perdus. compétences, ils vont pas forcément être enclins à aller le déclarer, quoi. Donc le chômage est à un niveau élevé, dont les entreprises ont risque aussi de perdre son job. Donc il faut aussi repenser la manière dont on va vers les gens. Et on les sécurise dans l'apprentissage. Et la meilleure façon de sécuriser, c'est de montrer que tout le monde en est au même point. C'est-à-dire que tout le monde doit se former, ce qui ne veut pas dire aller à des cours, etc. Ça peut se faire sur le lieu de travail. La formation n'est pas nécessairement dans des lieux ad hoc, etc. Il faut repenser tout ça. Donc il y a beaucoup de travail encore à faire. Alors Gilles de Margerie, un petit mot, vous travaillez actuellement sur les compétences transférables. Alors transférables, ce sont les compétences qu'on maîtrise tellement bien qu'on peut les exercer dans d'autres métiers. Vous pouviez nous en dire un petit peu où vous en êtes aujourd'hui? Oui, c'est un peu un complément de ce que vient de dire Marie-Claire. On s'est intéressé à la question de savoir si les gens qui sont dans un métier particulier, qui s'identifient à une industrie, une profession de service donnée, portent des compétences qui peuvent les aider à réussir ailleurs. Et on a posé des questions simples du genre, est-ce que vous travaillez dans une équipe? Est-ce que vous animez une équipe? Est-ce que vous êtes conduit à utiliser des documents écrits, à les analyser, éventuellement à produire des documents écrits vous-même, etc. Et on s'est rendu compte que quand on analyse le fait que des salariés ont des compétences de ce type, ils retrouvent plus facilement un emploi quand ils doivent en chercher un que ceux qui ne les ont pas ou qui ne les valorisent pas. Et c'est une conséquence qui est très importante parce que ça veut dire que des personnes qui se disent il n'y a plus d'activité dans mon secteur parce que on fait moins de sabots et de charrettes qu'il y a 100 ans et moi je suis le dernier savetier ou le dernier charretier et donc mon job va disparaître. Mais en fait, s'il sait parler avec le client, il va peut-être pouvoir utiliser ce savoir-faire ailleurs. Et on a des éléments statistiques assez forts pour dire que quand on connaît ce type de compétences et qu'on en fait état, on va améliorer sa chance de retrouver un emploi. C'est extrêmement important parce que ça veut dire que dans la formation, dans la manière même de travailler de Pôle emploi, on peut se dire, prenons ça en compte, disons-nous qu'une personne ne se résume pas à son secteur d'activité ou à sa qualification professionnelle, mais qu'elle a des compétences autres. De même qu'un métier, ce n'est pas une somme de tâches, c'est la chose dont on parlait en début de réunion. De même, une personne a des compétences qui peuvent lui permettre de trouver un nouvel avenir professionnel ailleurs, éventuellement assez loin de là où la personne a son métier actuel. Et ça, c'est très important parce que ça réouvre des options à des personnes qui peuvent penser à un moment qu'elles n'en ont plus. Bien, merci. Message très positif. Gérard Valinduc, sur cette question des compétences, est-ce que c'est questionné au niveau des entreprises au niveau européen, puisque vous êtes dans un institut syndical européen? Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels on réfléchit davantage à ces questions-là? Oui, je pense que une notion qui revient dans les discussions, c'est le concept d'organisation apprenante. Les compétences, ça se construit pas uniquement individuellement, ça se construit par l'interaction, ça se construit collectivement, ça se construit au cours d'un parcours professionnel. Et bien que ça ne soit pas dans les théories mainstream du management, la notion d'organisation apprenante, qu'on travaille là-dessus, elle permet de concevoir des organisations du travail où on apprend grâce à l'organisation du travail, où on apprend individuellement et collectivement. Alors on a mis en Europe au point des systèmes de valorisation des acquis de l'expérience. Le paradoxe de ces systèmes, c'est qu'ils sont la VAE, le paradoxe de ce système, c'est qu'il est surtout utilisé pour l'accès à la formation individuelle et pas tellement pour les parcours à l'intérieur d'une entreprise ou pour la mobilité professionnelle d'une entreprise à l'autre. Et ça, c'est effectivement une lacune dans ces questions-là. Et puis, dernier petit point, je pense que dans le monde syndical, par exemple, au niveau européen, une idée qui refait un bout de chemin, qui n'est pas non plus toute nouvelle, mais qui avait été délaissée pendant un certain temps, c'est l'idée un design de la technologie qui soit socialement soutenable.
Les Allemands, ils appellent ça Sozialverträgliche Technologiegestaltung. Bref, l'idée, c'est d'agir sur la conception à long terme de la technologie. On est dans une situation un peu paradoxale, hein, où on dit à tout le monde, vous allez devoir travailler plus longtemps, et où on dit, oh, le travail dans 10 ans, c'est pas ce que c'est. Donc, ce qui crée des insécurités. Et donc, essayer d'introduire une dimension de soutenabilité à long terme dans la conception des systèmes techniques, et ça doit se faire par une amélioration des procédures de consultation et de concertation entre employeurs et salariés dans les entreprises. Bien, merci beaucoup. Merci madame, merci messieurs. Je vous propose maintenant qu'on passe la parole à la salle. Alors vous avez tous des micros, donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Alors je vois deux mains se lever à droite. Alors monsieur tout au fond, si vous voulez prendre la parole, par contre si vous pouviez vous présenter, ce serait très bien s'il vous plaît. Oui. Donc une petite question, Thomas Godin, donc je suis au service économie et prospective de l'ADEME et je m'occupe des questions d'emploi en lien avec l'environnement. Mais c'est une question plus basique que je voulais vous poser. Je me souviens d'un livre qui date d'il y a environ 10 ans, qui s'appelle Éloge du carburateur, où on expliquait que l'opposition n'était pas à faire entre travail manuel et travail intellectuel, mais entre travail avec une charge cognitive forte ou faible. Et l'exemple était de l'auteur était de dire que finalement, il avait plus de décisions, d'autonomie, de questions à traiter en étant spécialiste de réparation de motos anciennes, alors que quand il était gratte-papier dans un think tank pétrolier, il n'avait absolument aucune autonomie. Et donc je me demandais, dans l'étude, dans la modélisation avec le découpage que vous avez mentionné, donc avec les 3 catégories, où vous l'auriez lui rangé, et au-delà de ça, donc comment vous arrivez à prendre en compte ces dimensions? Marie-Claire Cargé, vous souhaitez répondre? Oui, en fait, je pense que la question aussi s'adresse à Mickaël, parce que effectivement, on tourne quand même toujours autour de ce concept. Alors il y a emploi routinier, non routinier. On parle de charge cognitive. On voit bien, quels que soient les mots qu'on utilise, hein, que ce qui est particulièrement concerné par le progrès technologique, ce sont des tâches ou des compétences qui font appel. Enfin, ce qui va être le plus valorisé compte tenu du progrès technique, c'est ce qui fait appel à. On a parlé d'intelligence sociale, de capacité à travailler en équipe, de capacité à être autonome, à être inventif, à interagir avec l'autre, à s'adapter, à se poser des questions et à résoudre des problèmes. On voit bien qu'on tourne autour de ces choses qui sont actuellement bien travaillées, documentées. Alors je crois pas qu'il faut s'accrocher à des concepts et à des mots bien précis, mais on voit bien la direction. Hein, on voit bien la direction et elle se traduit, comme l'a montré Mickaël, elle se traduit dans les chiffres, toutes les études qu'il a citées sur la polarisation aux États-Unis ou en France. Nous, on le voit bien aussi quand on prend le sujet par un autre bout et qu'on essaie de trouver quelles sont les compétences qui vont être le plus demandées. On voit bien que c'est en fonction de ce type de compétences qu'il faut organiser les politiques publiques. Après, le concept précis, il y a de la littérature, enfin les économistes ont chacun leur définition, etc. Mais je crois que c'est les tendances qu'il faut regarder. Mais quel un petit mot complément? Oui, très vite, effectivement, il y a plusieurs typologies qui se recoupent plus ou moins. Celle qui, nous, en fait, on utilise en plus un routinier, non routinier, on utilise la distinction entre les fonctions support et les fonctions de production. Donc, le cas du réparateur de mobilette, il serait dans de la fonction de production non routinière, en fait, puisque c'est un travail spécialisé. Et donc, voilà, et les travails routiniers sont définis plutôt par la répétitivité des tâches. Donc effectivement, c'est là qu'on dit, ce sera automatisable parce que c'est répétitif et on saura un jour on sait déjà le faire. C'est le cas pour, par exemple, des caissiers, pas forcément pour des ouvriers, hein, c'est des caissiers, des secrétaires, des choses comme ça, les métiers routiniers. Bien, merci pour la question et les réponses. Monsieur Debout, vous, si vous pouviez trouver, voilà.
Merci. Je vous remercie. Bonjour, Olivier Bréchard. Moi, je dirige un réseau d'écoles de formation aux métiers en tension du numérique en France. On a 34 écoles. Mais j'ai travaillé dans le monde entier pendant les 10 ans qui précédaient sur les questions d'innovation dans l'éducation et la formation professionnelle. Deux enjeux qui ont été évoqués, mais peut-être pas pour moi assez creusés encore, qui me semblent essentiels. Sur les compétences numériques, digitales, il y a un enjeu d'obsolescence qui me semble rapide. On forme des gens, mais au bout de 2 ans, ils n'ont plus des compétences à jour pour le marché. Donc il faut vraiment continuer à les former. Et ça me paraît être un changement qui n'existait pas avant, dans la rapidité de ce sujet de la durabilité des compétences, et qui vient toucher non pas seulement les secteurs du numérique, mais aussi le secteur du bâtiment, par exemple, avec tout ce qui est installation IoT. Donc ça commence à toucher de plus en plus de monde dans la transformation. Ce qui vient insister encore davantage sur l'enjeu de la formation professionnelle tout au long de la vie. Et nous, de l'Australie à la Russie, ce qui est évoqué, c'est une sorte de disparition des frontières, emploi, formation, actif. Et j'ai pas trouvé, ça je trouve que c'est une transformation radicale du monde du numérique et de l'emploi. C'était un premier sujet. L'autre sujet que j'ai vu, par exemple, avec l'Agency for Strategic Initiative, 2500 experts, plusieurs années de travail, c'est quels sont les emplois qu'on va créer demain. On a parlé de ceux qui disparaissent, on a parlé de ceux qui vont se transformer, mais tout l'enjeu compétitif de la création et de l'imagination des emplois de demain, la Russie, par exemple, a bossé pendant plusieurs années avec 2500 experts, 25 secteurs industriels, pour faire un atlas des métiers émergents, puis bâtir des politiques publiques, puis créer 50 incubateurs qui forment des start-up et des endroits pour des métiers de demain. Mais l'Australie travaille sur des sujets similaires. Et donc toute cette partie très constructive d'avenir, qui est un point essentiel aussi, c'est pas que la disparition. Et sur les mêmes études, hein, il y a aussi tout le volet des études sur quels sont les emplois qui vont être créés. Et aujourd'hui, ils ne sont pas créés parce que les entreprises n'ont pas cette dynamique nécessairement, ou pas assez. Et les formations n'existent pas pour permettre à ces emplois d'exister. C'est une très bonne remarque. Effectivement, cette table ronde, alors le temps est toujours très très court pour pouvoir balayer des sujets très très larges. Alors on a évoqué rapidement les emplois qui ont été effectivement touchés ou ceux qui vont disparaître. Un petit peu aussi ceux qui vont être créés, mais ça aurait mérité peut-être une autre table ronde parce que c'est vrai que le temps est compté. En revanche, sur votre première intervention, je crois que Marie-Claire Carrégé souhaitait. Oui, je suis une fois d'accord, évidemment. Il y avait deux manques dans ce que j'ai dit. Il y a celui que vous avez évoqué, un autre qui est essentiel et en relation avec ce qui a été dit tout à l'heure sur la formation des managers. Enfin, s'il y avait une catégorie socio-professionnelle qu'il faut aujourd'hui former, c'est les futurs managers, mais les managers en poste. Mais oui, les métiers dans les technologies, vous le soulignez, il y a le double paradoxe, on en manque. Quand on demande aux chefs d'entreprise, on dit qu'à 60% ces métiers-là, ils trouvent pas les compétences, et en même temps, ce sont des professions où il y a eu, d'ailleurs d'assez longue date, des taux de chômage assez impressionnants et avec des gens qui ont un âge, voilà, c'est pas parce qu'ils sont en fin de carrière ou c'est juste parce que une compétence chasse l'autre, et on prend un petit jeune qui sort de son école d'ingénieur avec la compétence pile poil du moment. Et ensuite, c'est une grosse lessiveuse. Donc, effectivement, l'enjeu de la formation continue, il est encore plus décisif dans ce secteur-là. Et c'est une responsabilité qui incombe aux entreprises, bien sûr, aux personnes quand même d'une certaine façon, mais c'est compliqué parce que les compétences ont parfois pas grand-chose à voir. Je suis pas une spécialiste, mais ça peut être compliqué. Et c'est une compétence de l'État aussi, parce que, de l'État, Union européenne, parce que ce sont des compétences stratégiques. Et donc, maintenir à flot les personnes qui travaillent dans ces secteurs, c'est absolument décisif. 1000 fois d'accord. Peut-être illustrer le besoin qu'on a d'être très imaginatif quand on aborde ces questions-là. Véhicule autonome, imaginons que ça se généralise à toute allure, qu'on est plutôt dans le scénario où ça va très très vite. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur l'emploi? Je vous ai dit, il y aura peut-être un peu moins de tôle froissée, il y aura peut-être un petit peu moins de gens dans les garages pour faire de la tôle froissée. Mais on peut imaginer qu'il y aura des emplois, des usages du transport automobile complètement nouveaux qui vont se développer. Des personnes âgées qui étaient ligotées chez elles par leur incapacité à conduire et qui vont pouvoir retrouver des mobilités. Ça va se faire avec des flottes. Ces flottes devront être entretenues et maintenues. Et on sait déjà qu'il y aura un nouveau métier qui sera celui de maintenir, d'entretenir et de gérer les flottes, parce que les gens ne seront plus propriétaires de leur voiture, mais ils auront un usage de la voiture. Il va y avoir des quantités de métiers de ce type qui vont se créer, qui sont à la frontière de métiers qu'on connaît déjà, parce que
La maintenance de voitures, c'est pas une chose complètement incroyable et inimaginable, mais ça va se répandre parce que les modèles économiques vont changer et on aura un appel d'air dans des métiers de ce type. Ils ne sont pas de la science-fiction, simplement ce sont des nouveaux usages qui vont commander de nouveaux métiers. Bien, merci. Un tout petit mot, si vous. Je vais prendre votre micro. Toute petite observation sur ces questions de compétences, c'est pour mettre le doigt sur une question d'inégalité entre les femmes et les hommes. Il n'y a que 16% de femmes dans les métiers de l'informatique. Il y a une ségrégation professionnelle qui est assez importante dans l'accès à ces métiers. Et s'il y avait autant de femmes que d'hommes dans les métiers de l'informatique, il n'y aurait plus de pénurie. C'est une jolie réponse. On a encore le temps pour prendre une dernière question. Si vous avez une question à poser aux différents intervenants, monsieur, elle sera pour vous. Bonjour à tous, je me présente, Jonathan Baudouin, je suis journaliste au Bondi Blog. Et ma question, elle est un peu en phase avec le thème général du Printemps de l'économie, c'est peut-on déterminer une causalité entre globalisation et révolution technologique ? Alors, j'ai mon voisin qui se propose de répondre. Si quelqu'un. Pour Michael. Allez-y, Michael. Alors, nous, dans notre travail, une des questions, c'est donc effectivement ce qu'on regardait, c'est est-ce qu'il y a cette polarisation que j'évoquais tout à l'heure. Et en fait, il y a plusieurs hypothèses pour expliquer cette polarisation, à la fois le changement technologique, mais la mondialisation aussi, avec la croissance des importations d'une part et les délocalisations d'autre part. Donc nous, dans notre travail, ce qu'on fait, c'est que on regarde si, en mettant une seule hypothèse ou les deux hypothèses, les résultats sont très différents. Ils le sont pas. Et ils sont donc ce qu'on conclut, c'est d'une part qu'il y a un véritable effet du changement technologique. Il y a aussi un effet de la mondialisation qui est un petit peu moins important en gros, c'est 2 fois moins. Et surtout, vu que les ordres de grandeur ne bougent pas, c'est que c'est 2 phénomènes un peu orthogonaux, indépendants, quoi. D'un côté, on a le changement technologique, de l'autre côté, on a la mondialisation qui joue sur les mêmes métiers, sur les mêmes structures d'emploi, mais de façon un peu autonome, chacun de leur côté. Allez-y. Je pense que c'est pas une relation de causalité, mais si on se remet dans la perspective des paradigmes technico-économiques ou des cycles longs, à chaque paradigme technico-économique correspond une forme particulière d'internationalisation de l'économie. La globalisation que nous connaissons maintenant, c'est la forme qui correspond à ce paradigme. On en a connu d'autres, l'entreprise multinationale pendant les 30 glorieuses, et d'autres encore à la belle époque, la colonisation. Et ce sont des formes particulières de mondialisation qui sont liées au paradigme technico-économique pour moi. Juste un complément sur ça. Les technologies, elles sont initialement toutes potentiellement mondialisables, mais elles peuvent, dans certains cas, trouver des barrières. Et on sait tous que les GAFA, c'est le monde entier, sauf la Chine, et que dans la Chine, il y a les BATX, et que c'est le résultat d'une politique extrêmement délibérée qui utilise pour autant des technologies mondiales. Donc, il y a, au XXIe siècle, des obstacles très très fort qu'un État autoritaire centralisé comme l'est la Chine peut mettre à ce qu'une technologie qui est mondiale ne soit pas portée par des acteurs eux-mêmes mondiaux. Bien, écoutez, merci à tous les 4, merci à vous.